Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Angle, votre émission de référence qui met en lumière les faits marquants dans notre actualité nationale tout en ouvrant le débat sur les grandes questions de société. Ce soir, notre plateau reçoit une invitée d'exception, Madame Monique Curtis, journaliste et initiatrice du prix Adiatou Ousso, une distinction prestigieuse qui récompense chaque année l'excellence dans le journalisme guinéen. À travers ce prix, c'est toute une philosophie qui s'affirme promouvoir un journalisme éthique, responsable et au service de la vérité et dans un contexte où la profession connaît de profondes mutations. Comment encourager les jeunes journalistes à cultiver la rigueur, la créativité et le sens du devoir? Quelle place pour la presse guinéenne dans le renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale? Autant de questions que nous aborderons avec notre invité et ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, dans le focus de ce numéro de Grand Angle, nous irons au cœur d'une réalité préoccupante. L'insalubrité à l'hôpital Jean-Paul II, c'est dans la banlieue de Conakry, une structure censée être un lieu de soins, mais qui aujourd'hui se transforme peu à peu en un foyer de risques sanitaires. Couloirs mal entretenus, déchets médicaux mal gérés, manque d'hygiène et d'entretien, autant de défaillances qui menacent la santé des patients et ternissent l'image de notre système hospitalier. Comment en est-on arrivé là? Qui doit assumer la responsabilité d'une telle situation et surtout quelles solutions pour redonner à cet hôpital sa vocation première, à savoir soigner sans exposer? Entre promotion de l'excellence journalistique et interpellation citoyenne sur les conditions sanitaires, Grand Angle s'ouvre ce soir sur deux sujets qui traduisent à la fois les défis et les espoirs d'une Guinée en pleine mutation. Bienvenue dans votre émission Grand Angle avec nos chroniqueurs déjà bien installés. Mamadou Ali Moussoari, bonsoir et bienvenue. Sportivement, bonsoir à vous David Yombuno. Comme toujours, on commence par ça parce que ce week-end, le championnat national de football de première division guinéenne doit démarrer avec des matchs phares comme... Il n'y a pas un an que ça a démarré. Moi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez fini déjà et puis vous reprenez Club industriel une de autre saison. Kamsar, association sportive de Kaloum, et Karfa Moria qui vient de monter en première division jouera contre Louba. Malheureusement, Karfa Moria, c'est dans la haute banlieue de Kankan. Ah voilà, à Farana. Kankan, c'est la deuxième équipe de Kankan après Kankan. Donc, c'est un championnat qui démarre pendant que le Oroya se déplacera au Maroc pour jouer contre les forces armées royales, phare de Rabat, contre des matchs retour de la Ligue africaine des clubs champions, et que le AFIA se déplace aussi en Algérie pour son match retour, on le rappelle, à l'aller, c'est-à-dire à domicile, version extérieure. Oroya avait fait un but partout contre les Marocains à Bamako. Et Afia aussi avait fait un but partout contre les Algériens à Dakar. Ce qui veut dire que le championnat commence à un moment où vraiment l'histoire des clubs guinéens en compétition africaine se joue. Vous le savez, aujourd'hui, c'est sur la Guinée qui commence ce championnat après vraiment l'élimination presque totale de ces clubs. Pendant ce temps, si vous prenez les autres pays, les championnats, nous sommes à 5e, 6e, voire même 10e journée. Les joueurs ont les compétitions dans les jambes. Je pense que c'est un peu difficile pour les Guinéens de compétir avec ces gens. Oui, mais ça permet aussi, quand on est éliminé là, de se concentrer sur le championnat. Mais le championnat là, comme ça, il n'y a plus de déplacements. Personne ne va dire. Un championnat qui ne rapporte pas. Et il faut rappeler à la Ligue guinéenne de football professionnel, il faut qu'il fasse revenir la Coupe nationale parce que normalement, c'est à partir de la Coupe nationale qu'on doit désigner le représentant guinéen en Coupe de la Confédération. Tu sais que tout cela c'est lié à des questions d'argent et il y a des clubs qui l'année dernière, la saison dernière, ne voulaient même pas reprendre parce qu'il y avait 30 millions. 80 millions pour un club de première division, ça fait quoi, David? Ça fait rien pour toi, mais pour eux ça fait quelque chose. Les joueurs ne sont pas payés, ils ne viennent pas à l'entraînement. Ok, on ne va pas ouvrir le débat sportif maintenant. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue. Moi je dormais. Non, il ne faut pas dormir. Parce que vous parlez football guinéen, je ne sais pas
quel impact, je ne sais pas, ça nous rapporte quoi. Nos number one sont en train de compter sur TAS encore, voir si on va être qualifié ou pas. Je me dis, en début d'émission, il faut nous épargner de tels trucs parce qu'on n'a pas de stress footballistique, parce qu'on n'a pas envie de faire des AVC gratuitement ici. Mon bonsoir va au niveau du ministre de la décentralisation, le général, je crois. On a des petits soucis au niveau des mairies, ceux qui sont dans l'attente, je ne sais pas pourquoi Moussa Kouyaté me regarde, ceux qui sont en phase de préparer des baptêmes, ils vont juste se limiter là parce qu'après, au niveau de ces mairies, on ne peut pas prendre d'extrait biométrique tout simplement parce qu'à la banque, on ne peut pas payer de l'argent. Donc c'est bloqué depuis au moins 3 mois. Le Guinéen ordinaire ne peut pas avoir un extrait. Oui, mais là c'est le Guinéen ordinaire, vous parlez des maires, là. Le maire n'est pas un Guinéen ordinaire. Ah ouais? Oui, il peut aller prendre l'argent. Non, mais non, quand je dis Guinée ordinaire, c'est nous. C'est vous. Bon, heureusement, ceux qui ont besoin de malheureusement, la commune dans laquelle j'étais, comme vous l'avez dit, le maire est beaucoup plus TikTok, il est beaucoup plus Facebook, il gère sa commune beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Voilà. Ce qui n'est pas normal. Oui, je ne sais pas, il pense que c'est normal, lui. Mais après, je me suis posé la question, est-ce qu'il est au courant que dans sa juridiction où il pilote, qu'on n'a pas accès à ces extraits biométriques, mais quand j'ai pensé à la personne, j'ai replié aussi, je suis venu m'asseoir comme tout bon Guinéen, j'attends. Vous attendez d'avoir l'extrait biométrique? Ben ouais. Ok. Je peux faire quoi? Non, je pensais que vous l'aviez déjà. Non, je ne l'ai pas. Je suis allé, on m'a dit, ça fait 2 mois, on ne donne pas, donc j'attends. Ok, on attend quand ils vont lever la mesure, on va s'en approprier. Moussa Kouyaté, bonsoir. Oui, bonsoir David, et bonsoir à ceux qui nous regardent à Firawa, à Tinki Manfra. Ce sont des localités je sais de quoi il s'agit, exactement. Firawa, c'est sur la route Kankan Kissidougou. Idrissa ne connaît pas tellement le coin. Et Tinki Manfra également, c'est dans la zone de Kissidougou. Donc s'ils nous écoutent là-bas, là-bas ça travaille bien parce qu'ils sont tellement actifs dans les plaines. Voilà, donc il faut vraiment saluer les plaines rizicoles. Exactement, il faut vraiment saluer ces agriculteurs qui sont de l'autre côté parce qu'ils sont beaucoup plus préoccupés par leur d'abat. Donc le football, comme Alim a commencé avec cette migraine, ça ne les intéresse vraiment pas. Je crois à celui qui a eu le reflet de Maître Kouyaté loin de moi, il mérite un cadeau aujourd'hui. Non, attention Moussa, des fois on est dans les bas-fonds, dans les plaines rizicoles, mais à 16h, 17h déjà, quand on sort de la boue, on se nettoie et puis on est sur les pelouses. Il suffit de mettre un bois par là, un second bois et une tramzelle, ça fait des buts déjà. Le foot, ça ne les intéresse pas. L'équipe préfectorale de Gétedou s'appelle le Makona FC. Alors, mais là, il est dans Kissidougou. Donnez-moi le nom de l'équipe de football de Dingira. On ne parle pas de Dingira. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, j'attends au niveau de la Ligue de football professionnel pour connaître le nom. Le nom de l'équipe de football de Dingira. Moussa, oui, la colle. Non, Dingira, c'est la prière. Il ne faut pas dire ça. Dingira, c'est la prière. Et là, je marche. Exactement. Et là, je n'a pas compris. Bon, après, il faut pas les résultats de Dingira. L'Arabie Saoudite, c'est qualifié à la Coupe du Monde. Donc, et là, je marche là, beau était un grand prieur. Il aurait dû mettre au monde des enfants qui jouent au football. C'est ce que vous voulez dire. Voilà pour le. D'accord, après. Voilà pour le plateau de notre émission. Ça commence très bien. Dans un instant, on se rend à l'hôpital Jean-Paul II et c'est dans la banlieue de Conakry. Ça sera au compte du Focus. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde.
De retour donc sur ce plateau, je rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info, à différer sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer des messages que nous allons relayer tout au long de cette émission au 627 53 09 99 627 53 09 99. Si vous nous suivez à l'étranger, vous ajoutez le code de la Guinée, le 00224. Tout de suite, place à notre focus. Le focus avec notre réalisateur Alkali Mohamed Keita. On doit avoir les images sordides de l'hôpital Jean-Paul II. C'est dans la banlieue de Conakry. Je commence par vous, Ali Moussa Kouyaté. Je commence par vous. On va à l'hôpital pour se soigner, mais à Jean-Paul II, on a l'impression ces derniers temps qu'on y va pour beaucoup plus prendre des maladies. À Jean-Paul II, actuellement, c'est vraiment pas aller pour se soigner, mais les patients, oui, effectivement, les patients risquent d'avoir d'autres pathologies dans cette on a en image voilà, situé en haute banlieue de Conakry. Vous savez, Jean-Paul II, c'est un centre d'assistance sociale qui relève effectivement du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Hier, on évoquait justement le sujet par rapport à par rapport à cet état des faits. Selon les informations qu'on a eues hier nuit et ce matin, en fait, le nettoyage de ce centre est confié à une équipe de, je crois, de 4 personnes selon les informations, et dirigée par un Camerounais. Pour une infrastructure de cette taille, 4 personnes, c'est insuffisant. Selon les informations, donc dirigée par un Camerounais. Donc, ça fait maintenant 5 mois l'information qu'on a eue, que le monsieur n'a pas été payé. En tout cas, l'équipe n'a pas été payée. Ce matin, j'ai appelé ce dernier qui s'appelle un certain Doumbé. Il me dit qu'effectivement, ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas été payés par le centre. Mais il ne m'a pas vraiment donné d'amples explications autour. Je crois qu'il aurait reçu une certaine pression depuis lorsqu'on évoquait le sujet hier dans l'émission. Donc, il aurait réussi. Ils n'ont pas besoin d'attendre que Grand Angle en parle pour nettoyer, quoi. Tout à fait. Ils n'en ont pas besoin. Une certaine pression à ce niveau. Donc, non seulement M. Doumbé, celui qui est chargé de nettoyer, et il occupe également du gardiennage. Parce que quand vous partez aussi à l'hôpital Jean-Paul II, la cour elle est transformée en parc auto. La nuit, les gens viennent garer leurs véhicules et motos, moyennant 5 000 francs ou 10 000 francs par nuit, exactement. C'est qui aurait contribué largement peut-être à la fin du mois de payer au moins les gens. Exactement. Donc à ce niveau. Donc, d'enquête en enquête, on a été informé également que selon le dernier conseil de cabinet du ministère de l'Action sociale, le directeur participe à ce conseil de cabinet. Il semblerait que la ministre n'était vraiment pas contente. Elle était très remontée contre le directeur vu l'environnement. Pour cet état d'insalubrité. Pour cet état d'insalubrité à l'hôpital Jean-Paul II. Donc la ministre était vraiment remontée contre ce dernier. Pour cette situation-là. Exactement. Parce que vraiment, si vous partez, David, moi j'étais là-bas il y a 72 heures, mais si vous partez à l'hôpital Jean-Paul II, ne vous contentez pas justement uniquement sur la rentrée, ce que vous voyez à la rentrée, mais allez-y un peu au profondeur. À l'intérieur. Oui, mais si je dois aller en profondeur, je dois acheter ma bavette à la porte avant de rentrer. Vous allez vraiment découvrir les vraies réalités de cette structure sanitaire du pays. Alors, de vérification en vérification, on a été également informé par rapport à d'autres choses qui ne sont pas forcément liées à l'insalubrité ou bien à cette saleté de l'hôpital Jean-Paul II. On nous a informé également que la radiographie de cette structure sanitaire ne fonctionne pas maintenant. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, effectivement. Depuis maintenant 5 ans, le labo également ne fonctionne pas. Si vous avez, par exemple, un examen à faire, vous partez la structure la plus proche, les patients vont à l'hôpital CMC de Ratoma, parce que les conditions ne sont pas vraiment réunies pour
faire un tel examen à ce niveau. Donc, on a rentré également en contact avec le directeur du centre, le directeur de Jean-Paul D, pour essayer vraiment d'équilibrer. Qui visiblement n'était pas content après votre passage. Non, il n'était vraiment pas content. Il n'était vraiment pas à l'aise parce que pour lui, ce sont des accusations. Mais nous, on a fait un constat parce qu'on a été sur le terrain. Absolument. Exactement. On a décrit ce qu'on a vu sur le terrain. En témoigne les images même. Tout à fait. On a décrit ce qu'on a vu, vraiment vu sur le terrain. Oui. Mais le directeur n'était vraiment pas à l'aise. Donc, je lui ai dit, monsieur il ne peut pas être à l'aise, évidemment. Oui, je dis, mais est-ce que vous pouvez nous donner certaines informations par rapport au retard de paiement de celui ou bien de gars qui nettoie le coin? Il dit que non, pour le moment, il n'est pas prêt à donner un renseignement, c'est son mot, c'est le mot qu'il a utilisé, qu'il n'est pas prêt à donner un renseignement au téléphone parce que, selon lui, je reprends ses expressions, qu'il est nommé par un décret, pas pour donner des renseignements au téléphone. En tout cas, ce qui est sûr et clair, pour le moment, Jean-Paul D est sale, et même très très sale. Je ne sais pas, le sujet doit vraiment interpeller non seulement le ministère de la Santé. On nous a même parlé, j'ai entendu les gens dire que non, l'hôpital est en chantier, mais ce dont nous parlons est antérieur au chantier qui est lancé il y a à peine une semaine. Je vous le jure, et l'État y a mis assez de moyens pour ce chantier. Moi, en 2023, j'ai fait 2 mois environ à l'hôpital Jean-Paul à côté de ma maman. Mais je vous le jure, si vous partez à l'hôpital Jean-Paul D, derrière les salles d'hospitalisation, à ce niveau, il y a des manguiers qui sont alignés, mais vous ne pouvez pas imaginer que nous sommes dans une structure sanitaire où vraiment les patients sont censés quand même d'avoir la santé. Ils quittent à la maison pour avoir vraiment de traitement. Mais si vous partez à l'hôpital Jean-Paul D, c'est tout à fait le contraire. Pourtant, là, parce que c'est un EPA, il bénéficie, des subventions. À ce niveau également, on a appris que chaque année, le ministère de l'Action sociale donne entre 5 milliards et 6 milliards à l'hôpital Jean-Paul D. Mais je me demande, avec tout ce montant, parce que le Guinéen n'a pas vraiment cette habitude de prendre les gens qui nettoient l'environnement très au sérieux. Parce que ils oublient que les premiers agents de renseignement dans une structure, ça peut être ça peut être des vigiles même. Exactement. D'abord, ce sont des agents qui nettoient le coin. Mais bien sûr. Ce dernier ils connaissent assez de choses auxquelles peut-être même le patron ne connaît pas. Tout à fait. En plus de ça, attention, pour ne pas qu'on renvoie le gardien de là-bas pour dire que c'est lui qui a donné les infos à Moussa. Non, pas du tout. Voilà. Le gars a été même sceptique. Moi, j'ai d'autres informateurs. J'ai même contacté un agent. Monsieur le directeur, si vous voulez renvoyer, chercher ailleurs, pas nos vigiles. J'ai même contacté quelqu'un qui travaille au ministère de l'Action sociale qui m'a dit que vraiment, la ministre n'était pas contente du directeur ce jour-là. On ne peut pas être content comme ça là. Des échos par-ci, par-là. Donc, vous voyez, David, les Guinéens, ou bien nous, cadres guinéens, on n'a pas vraiment cette considération aux vigiles, aux gardiens, aux chauffeurs. Parce qu'il dit, non, c'est mon chauffeur, c'est mon chauffeur, ou bien c'est mon... Alors que ce sont des gens qui méritent vraiment d'être... c'est des humains avant tout. Exactement, c'est des humains avant tout. Mais pour le moment, il faudrait vraiment que des dispositions soient prises pour que l'hôpital Jean-Paul D puisse donner une nouvelle image pour les Guinéens vraiment attendre... Dont on a besoin. Dont on a vraiment là où on va se soigner sans s'exposer, Mais pour le moment, c'est vraiment compliqué. Dans la cour de l'hôpital Jean-Paul D, il y a un endroit qui est habité par l'OIM. À côté également de cet endroit, c'est Organisation internationale de migration. C'est invivable, David. C'est vraiment invivable. Et de l'autre côté également, il y a un four à pain. Il y a un four à pain. À l'intérieur. Effectivement, à l'intérieur. Mais à ce niveau, c'est transformé, disons, comme je le disais tantôt. Je ne sais pas le pain qui sort de là-bas, comment il est. En parc, les gens viennent garer la nuit. Mais si vous rentrez là-bas la nuit, vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes dans une structure sanitaire. Ok. Idrissa, le pape Jean-Paul II, dans l'hôpital porte le nom, je crois, il doit donner 2 fois dans sa tombe pour dire qu'est-ce que j'ai fait pour que l'hôpital qui porte mon nom soit dans cet état d'insalubrité. Alors, moi, je pense qu'il faut prendre cette affaire sur 2 facettes qui s'allient. L'hôpital, c'est peut-être nos visiteurs, c'est nous malades qui ne gérons pas bien nos ordures, c'est nos visiteurs qui ne mettons pas nos ordures. Et ça passe pas. Parce que donc, il reçoit plus de monde que Jean-Paul II. Ignace dit ne reçoit plus. Mais là-bas, c'est propre là. Qui vous a dit que donc est propre? Donc, plus propre que Jean-Paul II maintenant. Oui, en fait, c'est les décrets qui diffèrent. Oui, justement, c'est les décrets qui diffèrent. Bon, ce que je sais, ce que ma démarche,
Ça passe pas. Aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Je connais Idrissa très pointilleux. Hein. C'est pas le même aujourd'hui. L'insalubrité de l'hôpital Jean-Paul II a tellement choqué Kouyaté qu'il a parlé. C'est ma première fois de l'entendre parler Soussou. Oui. Bon, bref, je pense qu'il faut chercher à connaître le réel problème. Oui, le réel problème, il a dit, c'est parce que ceux qui nettoient ne sont pas payés. Oui, pourquoi ces personnes ne sont pas payées? Est-ce que, comme Kouyaté a dit, la subvention que l'hôpital a l'habitude d'avoir, est-ce que cette subvention tombe à temps? Est-ce que, je pense qu'il y a peut-être des dysfonctionnements par endroit. Ou bien c'est lié aux travaux d'extension, parce qu'on nous a dit... Non, ce n'est pas lié. Je ne crois pas que ça puisse être lié, parce qu'après, quel que soit ce qu'on fait, l'insalubrité quand même ne peut pas s'expliquer. Mais après, on va chercher la manière, la pédagogie pour approcher le directeur de cette structure pour qu'on puisse avoir des informations. Parce qu'après, comme il a dit, ce qu'on a constaté, c'est vrai qu'on a eu des retours quand même. Des personnes nous ont dit l'hôpital, la structure est vraiment sale. Ça, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qui ne marche pas? On va s'approcher, on va nous approcher du premier responsable pour comprendre. Mais je me dis, il faut... Ça peut être à plusieurs étapes. Je ne suis pas en train de faire l'avocat du diable sur ce plateau. Mais ça peut être sur plusieurs facettes. Est-ce que peut-être que le directeur n'a pas tout ce qu'il faut comme moyen pour payer la structure qui gère l'assainissement? Est-ce que la subvention que la structure doit avoir, est-ce que souvent c'est l'argument des administrateurs guinéens. Vous allez vous rendre dans un commissariat, dans une gendarmerie, le patron qui est là, il est assis dans un fauteuil plus ou moins gâté. Quand vous dites, il dit non, j'ai pas reçu la subvention. Dès qu'on enlève son nom pour mettre un autre, il crie au scandale, il dit on m'a enlevé. Vu que le mécanisme de nettoyage ne marche pas au sein de l'hôpital, les malades qui sont là, nous visiteurs qui partons, cherchons à bien canaliser le peu d'ordures qu'on... Non, je préfère même pas aller avec les ordures. Ça, il ne faut plus en rajouter, sinon ça devient cata. Oui, Ali Moussoiré, vous qui couvrez les questions de santé, là-bas, vous y allez Non, mais ici, si c'est tente d'équilibrer un peu, mais le poids est trop faible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne se retrouve pas. Alors, moi, je pense que, en premier lieu, d'abord, il faut éviter les conflits de compétences. Je connais aujourd'hui... c'est un hôpital qui, normalement, devrait relever du ministère de la Santé. Mais, malheureusement, qui relève du ministère de l'Action sociale. Là aussi, Ali Moussa, ça ne passe pas. C'est pas parce qu'il y a... Non, je vais finir. Que ça doit être sale, non, ça ne passe pas. Je vais finir. C'est pas parce que ça doit être sale. Mais c'est une question de responsabilité. Si vous prenez aujourd'hui, les murs des structures sanitaires sont peints en blanc. C'est le ministre actuel qui a demandé pour savoir quelle est la structure sanitaire qui est sale et quelle est la structure sanitaire qui est propre. C'est une obligation. Parce que si c'est blanc, c'est soit propre ou bien c'est sale. Dès que c'est sale, on sent. On sent. Malheureusement, comme Jean-Paul II ne relève pas des compétences de ce ministre, donc on ne peut pas le voir. Vous avez vu, tous les ministres qui se succèdent, difficilement ils viennent pour visiter Jean-Paul II. Et malheureusement, au niveau de l'action sociale, encore, ça perdure. De l'autre côté, ce que vous devez savoir, les hôpitaux, les structures sanitaires, en tout cas, font des recettes. Je ne sais pas comment ça se passe. Déjà, vous avez parlé d'un parc, les véhicules rentrent 5 000 la nuit. Même si toutefois ce n'est pas ça. Ce n'est rien par rapport au fonctionnement du même si toutefois ce n'est pas ça. On sait, mais c'est quelque chose. Les patients qui viennent... Pour un nettoyeur, c'est quelque chose. Les patients qui viennent, ils payent. Ces structures sanitaires reçoivent des subventions. Alors, comment on peut rester pendant plusieurs mois sans payer le personnel nettoyeur? D'abord, celui qui est en train de nettoyer. Un peu partout, quand vous partez, on dit que la propriété est la mère de la santé. Mais si toutefois c'est dans une structure sanitaire où la propriété n'est pas une priorité, on se dit que la santé n'est pas une priorité dans cette structure sanitaire. Ça, c'est le premier. Le second élément, moi, je pense qu'on ne doit pas prendre une seule personne connaissant cette cour, cette structure sanitaire pour dire que c'est la seule personne qui doit nettoyer cette cour, comme si toutefois... L'erreur peut-être c'est de donner des fois le contrat à une personne qui représente une structure. Là, je pense même ça peut être dangereux. S'il y a un contrat, c'est un gardien qui a été transformé. Mais s'il a dit qu'il ne nettoie pas parce qu'il n'est pas payé, ça veut dire qu'il y a un contrat. Un hygiéniste qui est là, alors c'est ce qui rend les choses difficiles. Et aujourd'hui, comme on est en train de voir, s'il n'y a pas assez de poubelles, obligatoirement, les ordures seront jetées par terre. Et c'est ce qui va beaucoup plus salir. Donc, des dispositions doivent être prises par les structures
la structure sanitaire et surtout le centre Jean-Paul II pour vraiment rendre propre. On a vu que certains commençaient à dire il y a une rénovation, il y a l'extension. Même s'il y a l'extension. Là, on a besoin de voir du gravier, du sable, du fer à béton. C'est pas quand même des ordures. Monsieur Yombuno, même si on voit ça, tant qu'il y a des patients à l'intérieur, il faut que la structure soit propre. Le jour que les patients vont quitter, que les bureaux quittent là-bas, on peut se dire oui, c'est parce qu'il y a l'extension, c'est pourquoi on ne balaye pas. Mais tant que ces patients sont là, on doit prendre vraiment des mesures idoines allant dans ce sens. Je pense que les départements aussi doivent regarder de ce côté. C'est pas seulement dire que ce sont des EPA, il faut qu'il y ait des résultats. Il faut qu'il y ait une gestion axée sur les résultats. Et dans les structures sanitaires, la propriété doit être un élément clé et l'élément fondamental. Oui, Ali Moussouari, je vais rester avec vous, vous qui couvrez le ministère de la Santé. Comment se fait-il que Jean-Paul II, on sait que c'est un hôpital, c'est des travaux qui sont faits là-bas, c'est les mêmes travaux qui sont faits peut-être pas à la même hauteur qu'à Donka, à Ignasdine, à l'hôpital régional, c'est pas moi, à Anta, Kankan et autres là. C'est un hôpital clairement. Comment se fait-il que cette structure relève du ministère de la promotion féminine et des personnes vulnérables? Je ne comprends pas grand-chose. C'est le centre de solidarité qui relève de ce ministère. Et c'est à l'intérieur de ce centre de solidarité que l'hôpital a été construit. Normalement, l'hôpital, c'est pour, quand on parle de centre de solidarité, vous savez, l'inauguration a Donc l'idée, c'était pour s'occuper de ces personnes vulnérables. Bien sûr. A coïncidé avec l'arrivée de Jean-Paul II. On connaît tous ce que les papes font, en tout cas dans le cadre de la solidarité. De l'humanitaire. Voilà, de l'humanitaire, c'est l'objectif qui est là, derrière. Mais aujourd'hui, ça a été transformé en une structure sanitaire et tout ce qui s'ensuit. Mais le passage là, on n'a pas bien pu gérer le passage d'un centre de solidarité en une structure sanitaire semi-indépendante, on peut le dire ainsi. Ok, donc aujourd'hui le problème est persistant. Je crois le mieux c'est de nettoyer, sinon l'hôpital Jean-Paul II devient la marque déposée je pense que ça ne doit pas être la seule structure sanitaire. Oui, c'est là où j'allais en venir. En général, Idrissa Cissé, vous avez commencé à citer, vous m'avez posé la question qui vous a dit que donc est propre. En général, les administrateurs guinéens, ils ne s'occupent pas des lieux où ils sont. Et quand on les enlève là tout de suite par un décret, par une décision du ministre, on crie au scandale, on dit on m'a enlevé. Mais pendant qu'ils sont là, le fauteuil même qu'ils occupent, ils ont du mal à l'entretenir. Quand ça se casse, on dit on n'a pas eu la subvention. Oui, après l'assainissement, l'insalubrité, l'entretien des lieux. Là où même tout un État n'a pas pu gérer durant une longue période, on ne va pas trop en vouloir aux directeurs qui ont du mal à gérer. Ça n'exclut pas, ça ne veut pas dire, ça ne démontre pas que, ça ne justifie pas, voilà, ça ne justifie pas l'état dans lequel se trouve par exemple le centre de santé, le centre de Jean-Paul II. Mais après, qui parle d'ordures, qui parle de gestion d'ordures, notamment à Conakry, parce que c'est pour Conakry que je connais, c'est un problème qui est un peu difficile. Ce que je veux dire, le fauteuil dans lequel, par exemple, un commissaire de police, un commandant de la gendarmerie, c'est pas moi, un directeur, un chef de cabinet, un secrétaire général des collectivités, le fauteuil dans lequel il est assis, il ne doit pas attendre la subvention pour réparer ça, non? Oui, en fait, sauf que la gestion d'une structure sanitaire, d'une direction ne se limite pas simplement au fauteuil. Ça, c'est une manière de parler. Mais après, je me dis, honnêtement parlant, n'oubliez pas que c'est un centre social. Est-ce que si, par exemple, tout ce qui doit être là, comme tout ce qui doit être exécuté comme dépense, est-ce que la structure arrive à tenir? Est-ce que la subvention tombe? Je me dis que c'est des facteurs sur lesquels nous, on n'a pas de réponse fiable, mais si tel n'est pas le cas, ça peut vraiment être un contrepoids contre ces personnes. Cela ne justifie pas quand même l'état dans lequel se trouve le centre, parce que moi, si je n'étais pas tombé sur cette émission, sur ces images, je n'allais jamais comprendre que les images que vous avez montrées venaient vraiment de Jean-Paul II. Oui, Moussa, laissons maintenant Jean-Paul II. On a l'impression que la plupart des cadres guinéens, à des postes où ils ont du mal à entretenir. Et ça passe pas comme ça. Oui, quand on est dans la refondation, il faut que chacun s'y mette. Tout à fait, c'est vraiment une réalité. Vous savez,
que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, et partout où vous partez, je pense que c'est vraiment les mêmes réalités. Jean-Paul II n'est qu'un échantillon. Mais pourquoi cela, je reprends encore, c'est parce que les gens ne considèrent pas ceux-là qui entretiennent l'environnement. Ils pensent que vous savez, David, nettoyer, c'est peut-être les gens pensent que c'est facile. On regarde ceux qui le font avec mépris des fois. Exactement. On n'a pas beaucoup de considération. Même dans les départements ministériels ici, vous venez, vous dépassez quelqu'un, ils appellent là-bas planton. Le gars n'a vraiment aucune considération dans la... Pourtant, ce sont ces personnes-là qui rendent de l'environnement. Il est acteur. Il est acteur vraiment principal. Mais ils ne sont vraiment pas considérés par les hauts cadres. Il faut absolument le dire. Alors, c'est le moment vraiment de les interpeller pour dire attention, il faudrait que nous prenions soin de ceux-là qui nous entourent, qui nous entretiennent, parce que qui nous enlèvent dans la saleté, il faut le dire, qui nous enlèvent vraiment dans la saleté. Prenons l'exemple sur la RTG ici. Si on fait par exemple 3 jours, 2 jours sans que ça ne soit nettoyé, ça va changer carrément. Tout de suite. Exactement, vous voyez l'image que la RTG va dégager. Donc il faudrait que cela... C'est pourquoi chaque matin, à tous les paliers, les gens sont déployés là pour nettoyer. Il faut vraiment les féliciter. Et chapeau à la DG Makeme Bamba qui met les moyens financiers pour cela. Alors, le ministère aussi. Alors, Ali Moussouari, on le disait, les cadres, on a l'impression qu'on regarde à distance la chose publique, mais quand l'argent tombe, là, on prend pour aller réaliser ailleurs. Vous savez, et on achète des fauteuils chers pour envoyer chez soi à la maison, mais le fauteuil sur lequel ou dans lequel on est assis, on a du mal à l'entretenir. Vous avez marché sur ma langue, heureusement qu'elle n'a pas été coupée. Parce que le plus souvent, les services publics sont laissés pour compte. Quand tu viens... Laissés pour compte par qui? Par les responsables. Ok, par ceux qui les gèrent. Par ceux qui les gèrent. Quand vous venez aujourd'hui, vous êtes directeur, ce que vous avez trouvé, si l'État n'achète pas, vous allez dire que vous n'allez pas acheter. Ce qui ne se doit pas. À un moment donné, chaque jour, vous attendez à ce qu'on vous enlève. Et si toutefois vous n'êtes pas prêt à dépenser parce qu'on va vous enlever. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Moussa parlait tout à l'heure de la colère de la ministre de la promotion. Ça ne doit pas se limiter à la colère là. Mais il faut qu'on arrive à entendre à un moment donné, tel a été suspendu parce qu'il n'arrive pas à jouer, à assumer pleinement ses rôles. Bien sûr. Donc, si toutefois il n'y a pas ces sanctions, chacun fait comme si toutefois c'est public. Vous allez voir que ce soit les écoles, les hôpitaux et tout ce qui s'ensuit. On fait aujourd'hui, je suis là, demain je ne suis pas là, donc c'est pas la peine de m'y mettre. Je prends ce que j'ai à prendre, ma chance, et puis je vais quitter. C'est ça le problème. Il faut qu'on arrive à tenir nos bureaux comme nous sommes en train de tenir nos maisons. Tant que plus que d'ailleurs, parce que c'est là où on prend de l'argent, c'est là que ça sort. Tant qu'on n'arrive pas à ça, c'est clair. Il y a toujours aussi de ces structures, je vais vous dire à la fin du mois vous êtes payé, il y a de ces structures qui arrivent vraiment à faire de bénéfices, mais les gens n'investissent pas pour ne pas que le ministre arrive à jeter son œil, à soupçonner que l'argent arrive à sortir par là, alors qu'ils se sont en train de faire de beaucoup d'argent. Je pense que ce sont des données qui doivent changer pour le bonheur de tout un chacun. Je crois qu'il va falloir qu'on promène les caméras de grand angle dans certains bureaux, d'abord à Conakry. Et puis pourquoi pas à l'intérieur du pays, parce qu'il y a aussi des structures de santé et tout ce qui s'ensuit. Je pense que nous allons initier. Il faut qu'on fasse le tour dans certains départements ministériels, le gouvernorat de la ville de Conakry, pour voir les mairies. Idrissa parlait tout à l'heure de l'argent qui nous soit. On va voir comment ça se fait. Nous sommes dans la refondation, il faut que chacun s'y mette. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette situation à Jean-Paul II qui se trouve aujourd'hui dans un état d'insalubrité qui inquiète. On y va pour se soigner. Mais désormais, on risque d'en sortir avec des risques sanitaires. Dans un instant, on va parler du prix à Diatousso. Mais avant là, la pub. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles dames à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa,
5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Shérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. De retour donc sur ce plateau pour parler du prix Adiatousso, une distinction prestigieuse qui récompense chaque année l'excellence dans le journalisme guinéen. À travers ce prix, c'est toute une philosophie qui s'affirme, à savoir promouvoir un journalisme éthique, responsable au service de la vérité, dans un contexte où la profession connaît de profondes mutations. Ali Moussoiré, l'invité devrait être là, Madame Curtis, mais je crois qu'elle est en ce moment dans un réceptif hôtelier de la capitale devant abriter cette cérémonie qui doit se tenir ce soir. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce prix pour les téléspectateurs qui nous suivent? C'est quoi le prix Adiatousso? Oui, le prix Adiatousso pour les jeunes téléspectateurs, Adiatousso, c'est une ancienne journaliste également qui a fait ses preuves à travers les médias guinéens. C'est pourquoi le prix porte symboliquement son nom. Et nous sommes à la 8e édition, il y a eu 7 éditions, mais les 2 années passées, le prix n'avait pas été organisé, compte tenu, en tout cas selon l'initiatrice, des difficultés financières. Donc c'est cette année que nous allons lancer la 8e édition. Et cette 8e édition a une particularité parce que d'abord, il y a ce thème qui dit, c'est hommage au courage des femmes de médias, informées, résister, exister, c'est ça le thème. Informer, résister, exister. Et au cours de cette cérémonie, quand même, ils ont mis en valeur 100 femmes. Également, il y aura... Le prix n'est distingué qu'aux journalistes femmes. Oui, c'est bien ça. Aux journalistes femmes. Donc nous pas seulement des journalistes, des techniciens. Des femmes de médias. Donc il y aura 10 lauréates qui verront décerner quand même des certificats et des prix. Allant dans ce sens, comme on l'a dit, il y aura les journalistes, il y aura les techniciens, les caméramans, des preneuses de soins, etc. Chacun dans son métier, en tout cas, se verra décerner un prix par rapport au travail qu'il est en train de faire. Et avant, je pense qu'à travers des campagnes de communication, la structure organisatrice a mis en avant, c'est-à-dire la valeur de ces femmes, à travers des parcours, des biographies des femmes qui ont gagné, qui ont remporté le prix Adiatousso, et d'autres femmes aussi qui sont en train de travailler dans l'ombre. Alors, l'objectif, c'est quoi? Vous le savez, selon en tout cas Monique, avant, on ne confiait qu'aux femmes aux éphémérides, ou bien aux questions des femmes, l'action sociale. C'était des sujets très légers comme ça. Des sujets très légers. Et que les femmes, quand on parle par exemple de la politique, de l'économie, du sport, ce n'était pas... Ou de l'environnement, qui sont des sujets qui... de santé, des enfants, c'est ce qu'on donnait. Mais quand c'est la politique, quand c'est l'économie, on ne confiait pas ces sujets à ces femmes. Donc il faut aujourd'hui que les femmes arrivent à oser et que ces femmes aussi... Il faut franchir maintenant un palier, et que ces femmes soient capables d'animer des grandes émissions, des émissions de débat. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même si toutefois on ne va pas dire l'objectif est atteint, mais aujourd'hui, le métier... Il y a un pas de franchi déjà. Un pas franchi parce que le métier se féminise. Et également, aujourd'hui, on voit des la preuve femmes, déjà, grand angle, il y a une dame qui anime vaillamment l'émission. Mariam Kamara, qui arrive à faire des preuves depuis que la DG est venue. Elle-même, elle prend le courage de mettre au devant ces femmes. Parce que c'est la deuxième fois que je pense que la RTG arrive à avoir une directrice femme. Et beaucoup de médias aujourd'hui... Il y en a eu, je crois, avec... c'est Makeme. Il y a aujourd'hui des médias où les femmes occupent quand même des postes stratégiques et des postes de responsabilité. Je pense que la tendance est en train d'être un peu renversée. Nous saluons, même si toutefois c'est en notre défaveur. C'est la question que j'allais poser. La tendance est en train d'être inversée. Est-ce que c'est les femmes qui font des efforts ou bien c'est les hommes qui reculent?
Bon, on lance beaucoup plus les femmes et aujourd'hui, le métier se féminise. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne peut pas être riche avec le métier. Idrissa n'aime pas entendre ça. Et je me tourne justement vers lui. Idrissa, cette discrimination, je voudrais dire comme ça, parce que le prix ne distingue que les femmes qui sont dans le métier de... C'est une discrimination, mais je crois ces femmes, elles sont souvent dans l'ombre, elles font assez de choses, et je crois que ce prix récompense un peu leur mérite aujourd'hui. Non, je crois, moi j'ai eu la chance un peu d'échanger avec l'initiatrice de cet événement. Oui, je crois, l'idée est venue de là. Il faut reconnaître au début, quand, en tout cas, au moment où nous-mêmes, c'est encore récent, au moment où nous on venait dans les rédactions, chaque fois qu'une dame se présentait, c'était horoscope, c'était la page éphéméride, c'était les faits divers. Le plus souvent, les femmes, on n'envoyait pas ces femmes sur les sujets pertinents, sensibles, brûlants, voilà, comme vous l'avez dit. Mais je crois que ce prix a permis de montrer à ces femmes qu'elles ont aussi leur place dans des rédactions, que leur place ne se limite pas seulement à faire le petit déjeuner pour les chefs qui viennent ou à descendre que sur des marchés pour les prix des condiments et tout. Ce n'est pas leur rôle. Tout ce que, en fait, c'était ça, je crois, l'idée. Tout ce que les hommes peuvent faire, loin de créer une rivalité, si vous voulez, entre les deux, mais qu'on dise que la femme seulement, ce n'est pas la technique. On connaît ces femmes aujourd'hui qui sont GRI, qui peuvent faire presque tout ce que votre place ici, si vous n'êtes pas là, c'est une dame qui est là. Autour de cette table, on a des chroniqueuses ici qui sont, voilà, qui sont à la hauteur exactement. Justement, ce prix a permis à ces femmes de se sentir en confiance, surtout dans des rédactions. Parce qu'après, dans la salle de rédaction que j'ai à Moussoiré, quand une certaine Buntourabi, je prends juste le nom comme ça, arrive avec le prix Hadja Tousso, ce n'est pas n'importe qui est là. Devant, elle se met en tête que oui, si j'ai ce prix, c'est pour dire que tout ce que les hommes peuvent faire sur le terrain, dans ce métier, je peux le faire aussi. Donc ça a permis à ces femmes d'être, de bien se positionner, ne pas se mettre à l'écart, et en réalité, ça se sent plus ou moins dans les rédactions. Oui, dans les rédactions. Moussa, la même question, quand on regarde aujourd'hui au niveau notre maison, la RTG, quand vous prenez les rédactions, vous allez par exemple au journal télévisé, vous trouverez des femmes ou des demoiselles qui font des reportages qui ne souffrent d'aucune contestation comparé à ces reportages faits par et par exemple à tout moment. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous n'osent pas envoyer son papier à Idiatou. Elle est très battante. Non, elle est très battante. C'est vraiment intéressant. Et puis, c'est la première fois, pas pour faire la publicité particulière d'Idiatou, mais quand même, c'est la première femme aussi à avoir créé une radio web sur l'environnement. Vous voyez, donc, c'est vraiment salutaire. Les organisatrices, il faut les saluer parce que ça mérite d'être accompagné. Exactement, ça mérite d'être accompagné. Par des ONG, par l'État, par les dames qui évoluent dans les rédactions. Si vous prenez les différents services qui sont à la RTG ici, partout où vous partez, vous trouverez vraiment assez de dames, assez de jeunes filles qui travaillent vraiment de façon professionnelle. Et elles sont JRI, elles passent sur le terrain, elles font des filmages, elles viennent, elles font leur papier. Et dans le domaine sportif également, elles sont au service des sports, elles sont très présentes. Elles sont là, elles sont vraiment nombreuses. On citera Kadiatou Traoré, Matiza et Belamou, voilà. Donc, ça, c'est simplement au niveau de la RTG. Dans d'autres organes de presse de la place, il y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup. Donc, il n'y a pas vraiment cette... dire qu'aujourd'hui, ce sont des travaux qui sont réservés uniquement aux hommes, mais les femmes se battent, surtout dans le domaine médiatique, pas forcément au micro, même les techniciennes qui sont là, généralement, il y a des caméras, il y a des dames qui gèrent. Même quand nous sommes sur le plateau, il y a des femmes qui sont placées derrière les caméras pour nous faire sortir. Il faut les saluer, il faut soutenir ces initiatrices pour que d'autres femmes puissent emboîter leur pas et valoriser davantage notre métier. Oui, Ali Moussoiré, les femmes c'est bien beau, on le dit comme ça, mais il y a des moments des fois de service.
Elles ne sont pas là parfois. Je pense notamment au mois de Ramadan. Oh, il y a le mois de Ramadan. Tard la nuit, quand il y a des éditions, par exemple. Tard la nuit. Ou quand il y a des manifs, on dit à une dame de prendre la caméra pour descendre là. Là, ça fait recul un peu. Vous savez, il y a, je ne veux pas appeler ça une stigmatisation, mais à un moment donné aussi, il faut qu'on arrive à responsabiliser ces femmes. Par exemple, des éditions tard la nuit, des 22 heures, ce ne sont pas des éditions qu'on doit enregistrer. On doit passer en direct. Il y a, pendant le Ramadan aussi, elles disent qu'elles ne sont pas là. Vous savez, quelles sont les difficultés, par exemple. Elles ont des devoirs domestiques aussi, ça. Oui, bien sûr. À l'heure des charges, il faut le dire. Non, je pense que quand nous devons travailler, il faut que on mette tout le monde au même pied d'égalité. Vous savez même quelles sont les difficultés que surtout qu'elles réclament l'égalité. Aujourd'hui, que les femmes arrivent à présenter les éditions du dimanche à la radio nationale. L'un dans l'autre, aujourd'hui, les femmes vraiment sont en train de jouer un rôle clé, un rôle majeur dans le cadre vraiment de l'édification de ce métier. Et l'autre, peut-être vous n'allez pas prendre en considération, mais je vois rarement la haute autorité de la communication sanctionner une femme. Oui, parce qu'elles ne font pas le deux. Elles ne font pas le deux qu'elles font. Elles respectent l'éthique et la déontologie. C'est pour dire que les femmes dans les médias, c'est comme les femmes qui conduisent. Parce que vous rencontrez rarement des femmes qui font des actions. Et ce que vous n'avez pas dit, Alimou, on a souvent entendu parler des ministres qui détournent, mais rarement les femmes sont citées là-dedans aussi. Ça ne veut pas dire qu'elles ne détournent pas. Non, on ne les a pas vus d'abord utiliser ça. Vous avez vu une ministre qui est devant le barreau ou bien devant, c'est pas moi, un tribunal pour détournement des fonds publics? Oui. Rarement, oui, toutefois. Non, c'est pas la gardez pour vous. Ces pesanteurs sociales aussi arrivent à reléguer un peu les femmes elles sont très prudentes quand même dans la gestion. Au second rang. Mais aujourd'hui, on doit considérer et surtout, on doit accompagner vraiment cette initiative de Madame Monique parce qu'elle continue encore à faire la promotion de la couche féminine autrement. Mais je m'attends beaucoup plus à ce que ce concours soit ouvert aux hommes pour que les femmes là, arrivent à compétir avec les hommes pour savoir qui est qui. Parce que non, ça dépend de l'idée qui a donné naissance c'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord, c'est ce qu'on a dit, on est tous d'accord. C'est une femme, si elle a eu le courage d'aller jusqu'à un certain niveau, le prix porte son nom, il faut que ça soit dédié à des femmes ou des filles. Pas forcément. Non, je crois que vous ignorez, ce que le terrain, la piste sur laquelle Alimou est en train de partir, je ne suis pas d'accord. Sauf que on peut bien avoir des femmes. D'abord, chez nous, par exemple, à la radio, à la télé, toutes les femmes qui présentent... elles sont à tous les niveaux, à la technique, il y en a... Voilà, ce que je veux dire, les femmes qui présentent le 6h, le 12h, sont capables de présenter le 16h, sont capables de présenter, même s'il y avait une petite édition d'information à 0h, c'est pas parce qu'elles sont pas incapables, elles sont pas capables. Mais après, il y a ce poids de la société. Alimou Soare qui parle, comment il peut accepter que sa femme vienne peut-être présenter le 22h, alors que lui, quand il n'y a pas le dîner à la table, il attend que la femme soit là. S'il y avait un peu cet équilibre, que genre, si madame n'est pas là, le dîner c'est Alimou qui préparait, je allais voir des femmes. Il risque de mettre beaucoup de cubes magie et de sel là-dedans. Oui, Moussa. Oui, David, on a vu chez nous, ici, à la rédaction au mois de mars, les femmes avec à la tête Idées Camara, elles ont piloté quand même toutes les éditions tout le mois de mars. Exactement. Et puis c'était au mois de... Ça coïncidait au Ramadan, effectivement. Donc ils ont vraiment... Je crois que c'était au mois de mars. Non, au mois de mars, au mois de Ramadan. Mais les femmes... 31 jours. Tout à fait. Ils ont vraiment assuré. Les 5 éditions d'information par jour. Donc c'est pour dire que c'était possible. Voilà, c'est vraiment possible. C'est bien possible. C'est bien possible. Seulement, il faut peut-être aller un peu plus pousser pour que ces femmes encore arrivent à retrouver la place. Parce que ça reste bien qu'il y a l'émancipation de la femme, mais je pense qu'il reste beaucoup encore à faire, même si vous allez accepter qu'on prenne... quelques téléspectateurs, on les a oubliés un peu. Bonjour les débatteurs. Franchement, votre émission aujourd'hui, c'est une bonne émission. Merci à vous. Continuez dans ce sens. Bonsoir, Grand Angle.
les structures sanitaires sont très mal gérées dans le pays. En plus, les directeurs des centres ne jouent pas leur rôle. Franchement, ensuite, le ministère en charge ne joue pas ce rôle. Signé Mohamed Doumbouya depuis Dubreka. Je pense que le message là n'a pas été signé. Merci à vous, que la meilleure gagne. Nous serons tous aujourd'hui pour accompagner ces femmes. Je vous demande vous aussi d'accompagner ces femmes. Et je pense que David le fait bien. Il accompagne bien les femmes. Ah ouais, il faut les accompagner. C'est ce qu'on fait. Sans elles, on ne serait pas là. Hein. Ce qui nous a mis au monde, c'est des femmes d'abord. Donc, il faut les prix à Diatousso, rapidement, il a été remporté par des journalistes de la RTG. Il y a beaucoup qui ont remporté ce prix. Je pense, et même le prix ce soir, il y a des nominés. Il y a des nominés également, on a beaucoup de nominés parce qu'on va parler de la RTG en général, mais de notre équipe également. Dans notre équipe, je pense qu'on a 3 qui sont nominés. C'est beaucoup. Voilà pourquoi le plateau est aujourd'hui 100% masculin. Le plateau est masculin. Et je pense qu'il y aura certains parmi nous aussi qui vont accompagner nos collègues pour vraiment remporter ce prix et surtout voir que l'émancipation de ce prix. Voilà. Moussa Kouyaté, si on voit aujourd'hui ce que font les femmes dans nos rédactions, est-ce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience ou bien c'est l'évolution même du métier qui l'impose aujourd'hui quand on voit les médias occidentaux, des femmes qui présentent, des femmes qui font des reportages, que ce soit l'audiovisuel ou encore l'audio tout court, on voit que les femmes se battent. Est-ce que c'est une comparaison ou bien c'est l'évolution même qui pousse les femmes en Guinée à aller beaucoup plus en profondeur avec... Je dirais que c'est vraiment les deux parce que les femmes, malgré, on le dit souvent qu'il n'y a pas égalité entre hommes et femmes, mais souvent il y a cette petite... Aujourd'hui, il n'y a rien qu'on peut faire, en tout cas dans le métier, que la femme ne peut pas faire. Non, pas du tout, pas du tout. Et si vous suivez justement les médias étrangers, la plupart des présentations, surtout à la télé, ce sont quand même des dames, des dames qui sont majoritaires. Qui assurent très bien. Exactement, qui assurent très bien. Et souvent, les politiques que les rédactions, la plupart des rédactions adoptent, quand c'est une femme qui présente, il y a beaucoup plus d'audience que quand c'est des hommes qui présentent. Parce qu'à ce niveau, il y a 2 facteurs. Et non seulement la beauté naturelle de la présentatrice, son timbre vocal. Exactement, son mode vestimentaire. Tout ça, ça peut attirer le public à vraiment suivre les éditions. Je vous donne juste un exemple. Ces derniers temps, France 2 a remercié une de ses présentatrices phares, Anne-Sophie Lapix. Donc, à la place d'Anne-Sophie Lapix, c'est Léa Salamé qui est venue. Mais avant que Léa ne prenne vraiment le fauteuil, il y a eu toute une, disons, battage médiatique, publicité, comme si les gens étaient vraiment hâte. Tellement pressé à voir Léa qui va prendre la place. Exactement, Léa Salamé à la tête de 20 heures de France 2. Donc, vous voyez, quand c'est vraiment la dame qui présente, la femme qui présente, il y a beaucoup plus d'attirance au niveau de nous publics de suivre vraiment ces belles présentatrices. Voilà. Prenons l'exemple sur la RTG ici, quand c'est les Oumou Touré qui présente avec son teint naturel, Kadiatou Kaba qui présente. Oui, son timbre vocal. Exactement, Médine qui présente notre Adia. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup plus de gens devant la télé. Exactement, il y a beaucoup plus vraiment voilà, sacré Moussa. D'audience côté, surtout Fouré Karia là-bas. Donc il faut les féliciter, il faut les encourager. À emboîter vraiment à continuer dans ce sens. Idrissa, je crois que le prix c'est juste à titre symbolique, c'est une distinction symbolique, peu importe l'enveloppe, mais ce prix devrait créer la concurrence entre les femmes de tous les médias, même si on appartient à un même média. Non, pas que les femmes, parce que ce que je vous ai dit, au fait, normalement dans la logique, dans l'idée des organisatrices, ce n'est pas créer une confrontation, une rivalité entre les femmes, mais c'est de pousser ces femmes à donner le maximum. Parce que quand tu sors le maximum de ce que tu as, forcément tu n'es pas trop loin de Alimou qui présente à toutes les éditions. Je me dis c'est un peu cela l'idée, amener ces femmes à se mettre en tête. Si j'ai remporté ce, parce que après c'est pas comme on le dit même à la technique, ce n'est pas juste des
des pouces-boutons qui sont là, il y a des dames qui sont à la technique, qui gèrent mieux que des hommes. Oui, il y a des femmes aujourd'hui dans ces 2 rédactions chez nous qui sont carrément mieux qu'au-dessus que certains hommes. Donc, je me dis, l'idée, c'est de prouver à ces femmes que leur place dans des rédactions, ça ne se limite pas seulement à écrire des trucs sur les choses sur Internet, faire la page éphéméride, faire les horoscopes et tout, parce que normalement, d'habitude, c'est la femme dans des salles de rédaction se résumait seulement à des rubriques. Dès qu'on a une stagiaire dit, tu penses déjà à quelle rubrique? L'idéal, c'est de briser cette chaîne et que les femmes se mettent en tête tout ce que les hommes peuvent faire dans des salles de rédaction, qu'elles peuvent le faire aussi. Elles peuvent le faire. Oui, mais Ali Moussoiré, au-delà du fait que tout ce que les hommes font, les femmes pourront le faire. Mais si par exemple, je dis ça les yeux fermés, Mariam Kamara qui fait par exemple, qui anime cette émission en tandem avec moi, si par exemple Mariam prend le prix, demain, Marie-Angélique voudrait bien avoir le prix, donc ça crée la concurrence forcément. Ça crée la concurrence, mais beaucoup plus l'émulation. Oui. Parce que l'émulation, je préfère. Voilà, les deux sont là. Elle sera contente. Et l'année prochaine, elle va dire que. Mais pourquoi si elle a eu, pourquoi pas moi? Voilà, qu'elle va se donner à fond pour vraiment gagner et mériter le prix. Alors aujourd'hui, ce prix à Diatousso vraiment touche tout le monde parce que il y a même les femmes qui sont à l'intérieur du pays parce que certaines structures c'est beaucoup plus les femmes qui sont à Conakry et qui sont écoutées par certains médias, on va dire grands médias qui ont une audience, certaines obédiences. Voilà, donc aujourd'hui ça touche même à l'intérieur du pays, ces femmes qui sont en train de travailler. Il y a eu des femmes qui ont été correspondantes ou qui sont des correspondantes qui sont en train de travailler comme les autres, mais également il y a ces femmes qui travaillent dans ces radios de proximité qu'on appelle la radio rurale ou communautaire, qui arrivent vraiment à garder l'audience, qui sont capables aujourd'hui de faire tout ce que les hommes sont en train de faire. Donc, une fois encore, le prix, le fond et la forme, c'est bien. Nous encourageons et nous félicitons. On se dit que l'année prochaine, Monique et son équipe et tous ceux qui sont nominés seront à l'intérieur du pays. Pourquoi pas à Zérékoré, Kankan, Labé ou Kindia, pour aller vraiment célébrer ça avec ces femmes à l'intérieur du pays, prouver ce que ces femmes sont capables de faire. Ça, c'est le premier. Le second aspect, je pense qu'on peut profiter de ce prix également pour accompagner, pour faire des formations, parce que le journalisme, le métier est en perpétuelle évolution. C'est la formation. C'est la formation. Il faut tous les jours mettre le logiciel à jour. Profiter de l'occasion. 3 jours avant, une formation de ces journalistes. Et après ça, accompagner les lauréates pour faire aujourd'hui le journalisme. C'est là où on rencontre rarement les femmes. L'enquête. Les journalistes femmes font moins d'enquêtes que les hommes. Peut-être c'est ce qui fait également que ces femmes prennent moins de risques que les hommes. C'est pourquoi les projecteurs de la haute autorité de la communication sont beaucoup plus braqués vers nous qui sommes téméraires, que les femmes. Donc le journalisme enquête et les magazines également, les magazines, à part par exemple ce que Idiatou vous l'avez dit en train de faire, faire les magazines, des grands magazines, qu'on peut encourager ces femmes à y aller. Oui, en 3 minutes, on nous fait signe que nous sommes un peu très proches de la ligne d'arrivée. En très peu de temps, est-ce que, Idrissa l'a dit, vous trois d'ailleurs, chacun l'a dit, si on s'intéresse à ces femmes qui franchissent le cap pour s'intéresser à des sujets politiques, pour s'intéresser à des sujets beaucoup plus sensibles, si on les décerne, est-ce qu'on ne va pas oublier celles qui peut-être n'ont pas la volonté de le faire, mais qui sont là régulièrement, le don de soi par exemple, dans la rédaction, à chaque fois qu'elle est appelée à faire le travail, elle est là, elle le fait régulièrement. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi décerner le prix à ces gens-là aussi, qui ne s'intéressent pas à des sujets politiques, mais qui chaque fois qu'elles doivent être là pour leur boulot, leur quart, elles sont là et elles le font vraiment bien. Est-ce qu'on ne devait pas penser à ça aussi? Non, là, je me dis que c'est la nature même qui a voulu ça comme ça, parce qu'il faut le dire, même entre nous les hommes, il y a des personnes... Il faut récompenser ceux qui ont osé. Non, ce que je veux dire, même parmi nous les hommes, il y a des personnes qui ne vont jamais sur des enquêtes. Il y a, tout le monde n'est pas, par exemple, JRI, tout le monde ne peut pas être caméraman, tout le monde ne peut pas ouvrir une caméra et tout. Donc, je me dis, l'idéal, il faut comprendre l'idée principale des initiatrices, c'est pousser, montrer à ces femmes dans une rédaction qu'elles n'ont pas de limite. Je me dis que c'est là
L'objectif principal, faire comprendre à ces femmes qu'elles n'ont pas de limite dans une salle de rédaction. Qu'elles peuvent faire tout ce que l'on peut faire. Exactement, c'est ça l'idéal. Moussa, la même chose. Non, Idrissa l'a dit, hein, c'est vraiment ça. Peut-être ceux-là, vous l'avez dit, hein, ceux-là qui n'osent pas aller peut-être tenter leur chance, c'est une manière de leur dire non, ne restez pas bras croisés, et il faut vraiment forcer, il faut foncer, aller jusqu'au bout, parce que c'est en forçant qu'on devient, comme on le dit souvent, forgeron. Vous savez, le journalisme, c'est un métier de jalousie, donc il n'y a pas de place pour les paresseux. Oui. Je pense qu'il faut être en perpétuelle évolution, changement. On connaît aujourd'hui les journalistes, les anciennes, vraiment ont tracé le chemin. Il faut que la jeune génération arrive à suivre pour aujourd'hui maintenir le cap. Et je pense que celles qui auront, parce qu'il n'y a pas celui, il n'y a pas ceux, c'est celles qui auront ce prix ce soir. Ce sont vraiment des filles et des femmes qui ont mérité ce prix, parce qu'aujourd'hui, je pense que les jurys, les membres du jury auront du mal, parce que aujourd'hui sur le terrain, il y a beaucoup il y a beaucoup, de femmes qui se distinguent. Ça sera vraiment très sérieux. Ça c'est sûr. Et on sera très heureux d'avoir parmi nous des gens qui ont mérité, des femmes lauréates, et on va les distinguer à notre manière sur notre plateau de Grand Angle. On l'espère en tout cas. Inch'Allah. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ce numéro de Grand Angle, le dernier de la semaine. Merci à vous trois d'être venus. Je rappelle que les femmes sont du côté de Kaloum, où se déroule dans les heures qui suivent la distinction décernée, le prix Adia Tousso, une distinction prestigieuse qui récompense chaque année l'excellence dans le journalisme en Guinée, en tout cas à côté femmes. Mais à travers ce prix, c'est toute une philosophie qui s'affirme, à savoir promouvoir un journalisme éthique, responsable et au service de la vérité dans un contexte où notre profession, vous le savez, connaît de profondes mutations. Merci donc à toute l'équipe mobilisée autour de Alkali Mohamed Keita qui nous a accompagnés toute la semaine durant dans la production des numéros de Grand Angle. Dieu voulant, on vous retrouve lundi pour d'autres sujets de l'actualité de notre pays avec d'autres acteurs. Si vous êtes à l'étranger, visitez la Guinée. Nous sommes un scandale géologique, mais aussi et surtout un scandale socio-culturel. Portez-vous bien. Ciao.